ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine Questions électorales. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous avez droit à faire un vote utile et surtout que nous approchons petit à petit vers les élections en décembre 2023. Le train de la CENI est déjà en marche. Déjà, vous avez suivi le dimanche dernier le président de la Commission électorale nationale indépendante, je cite Denis Kadima, il a fait une déclaration sur l'ouverture des bureaux des votes nécessairement pour les élections d'abord législatives. Comment ça se passe? On va d'abord suivre, juste pour vous rafraîchir la mémoire, mais avant cela, permettez-moi de vous présenter mon invité parce que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée d'un haut cadre de la VC. C'est aussi un incubateur économique. Il travaille beaucoup plus dans le secteur des entreprises, donc entrepreneuriat. Alors, il s'agit de monsieur Aimé Kabouya. Bonjour. Bonjour madame la journaliste et merci pour votre invitation. Ça va, ça se passe bien? Jusque-là, ça va. Nous marchons au rythme de la CENI et nous voyons que monsieur Denis Kadima a dû donner un ton sur le respect du calendrier qu'il a lui-même publié. Okay. Donc, de ce fait, on peut dire que le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire, on n'a pas de choix. Ceux-là qui veulent prendre les élections au sérieux, qui veulent se positionner quant à ceux, n'ont qu'à prendre ce positionnement, n'est-ce pas, au sérieux. Il avait annoncé l'enrôlement. L'enrôlement s'est fait dans le temps. Il a annoncé les résultats de l'enrôlement, ce qui était positif. Maintenant, il a annoncé les débuts d'ouverture de réception des candidatures et de mise en place des BRT. Nous pensons que c'est positif et nous les félicitons quant à cette décision. Il reste à savoir si vous êtes du bon côté de l'histoire. Jusqu'à présent, les faits semblent travailler dans ce sens-là. Je pense que le Congo avait bien fait de désigner M. Denis Kadima comme président de la CENI. Et nous continuons à le soutenir et à lui souhaiter bon vent dans ce travail, n'est-ce pas, difficile. Il est appelé à accomplir. Il fait bien son travail, Denis Kadima, le président de la CENI. Denis Kadima, M. Denis Kadima n'a pas commencé ici au Congo. Pour ceux qui le savent, Denis Kadima a fait le tour. Il a participé dans beaucoup de programmes électoraux dans d'autres pays d'Afrique et ailleurs dans le monde. Donc, de ce fait, c'est un plaisir de voir que c'est un fils du pays qui a les talents, qui a les compétences requises, qui est justement en train de piloter ces processus. Donc, nous savons qu'au niveau du Congo, compte tenu de l'environnement politique, ce n'est pas un exercice facile, mais jusque-là, il a démontré sa capacité de mener en bon père de famille les différentes démarches qui vont nous conduire vers les élections de décembre 2023. Oh, très bien. Alors, on va suivre cette déclaration, Tati, du président de la CENI, Denis Kadima, qui a lancé l'ouverture de BRT à Kinshasa, notamment pour les élections législatives. Question de nous rafraîchir la mémoire. Électoral rendu public le 26 novembre 2022. La Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidatures. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement des candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicateur de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC.
Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs au niveau. Voilà, l'ego est déjà lancé, M. Mikambouya. La CENI, en tout cas, compte organiser les élections en décembre 2023. Comment avez-vous d'abord apprécié cette décision? Disons, la présentation des décisions est liée plus au respect du calendrier. Okay. Au début, dès le départ, il avait lancé les consultations avec les partis politiques qui ont envoyé leurs représentants au sein du bureau de la CENI en tant que tel. Ensemble, ils ont décidé d'un calendrier qui devrait nous amener vers les élections. Et nous constatons avec joie qu'ils sont en train de travailler dans le respect du calendrier qui est établi. Donc, nous ne pouvons que les encourager à maintenir ce cap, quitte à ce qu'au 20 décembre 2023, nous puissions avoir des élections apaisées qui vont désigner de nouveaux acteurs, n'est-ce pas, dans la classe politique. Là, on parle principalement de la branche législative, la branche législative qui va, n'est-ce pas, élire les députés nationaux et puis il y aura des députés provinciaux, ainsi de suite. Donc, je continue à me répéter en me disant que nous sommes satisfaits et jusque-là, nous n'avons pas vraiment des éléments comme tels que nous pouvons reprocher à la CENI en tant que telle. Ok, ça fait déjà 3 jours, mais l'engouement n'est pas au rendez-vous. On a essayé de surquiler. Apparemment, les candidats, vous traînez les pas. Pourquoi? C'est un problème de caution ou bien vous attendez un dernier coup de sifflet des partis politiques? De manière générale, les candidats prennent leur temps et souvent, et au Congo principalement, nous constatons que le candidat se manifeste plus vers la fin, vers la clôture, n'est-ce pas, des dépôts de candidature en tant que tel, du moins le délai qui est établi. Bon, de l'autre côté, vous avez les partis politiques qui sont appelés à compiler différentes candidatures. Je suis sûr qu'ils ont passé aussi en revue les candidatures des postulants pour s'assurer, bien sûr, que ces postulants ont les carrures qu'il faut pour, n'est-ce pas, remporter les élections. Ils ont fait une bonne sélection, quoi. C'est à l'intérêt des partis politiques ou des organisations politiques ou bien de membres de la société civile qui souhaitent aligner les candidats, de s'assurer que ces candidats répondent d'abord aux critères et ils ont les carrures qu'il faut. Vous savez, le Congo sort d'une situation politique qui est sans précédent. Nous avons connu plusieurs dictatures, je ne vais pas revenir dans le passé, et je pense, à mon humble avis, c'est pour la première fois que le Congo s'apprête à procéder à un processus électoral sans violence, sans contrainte, sans que le sang des populations puisse couler en tant que tel. Donc, je crois que c'est une chose positive. Quant à l'engouement, je crois que les candidats ont leur raison. Ça sera vers la fin, un peu comme vous. Mais comment vous avez apprécié la caution 1 600 000, c'est ça, pour les députés nationaux. C'est quand même passable. Hein? Disons, comme on dit, si vous voulez vous lancer à l'élection, 1 million n'est qu'une caution. Mais au-delà de la caution, il y a aussi d'autres frais qui s'impliquent en tant que tels. C'est pas trop, là. Je trouve que c'est raisonnable. C'est raisonnable par rapport à ce que nous avons connu dans le passé. Il faut tenir compte aussi du taux de dollar. Le dollar a augmenté. 1 600 000, ça ne serait plus un montant de 1 000 $ comme c'était dans le passé. Donc, partant de ces principes, je trouve que le montant est abordable. Quand même abordable. Peut-être pour vous, il y a de ceux qui disent non, c'est trop. Alors, en analysant un peu, est-ce que les indépendants, les candidats indépendants ont une chance quand même pour ces élections? Faut dire que la loi électorale parle des seuils, des seuils électoraux. Donc, quand vous n'avez déjà pas une représentativité nationale qui dépasse le 3%, ça pose problème. Est-ce que les indépendants vont pouvoir se coaliser ou s'allier pour constituer ces seuils que la CENI exige? Ça, c'est un point d'interrogation. Mais dans son adresse, les présidents de la CENI parlent des indépendants. Il a fait allusion à la jeunesse, il a fait allusion aux dames et il parle des indépendants. Donc, à ce titre, je pense que les indépendants doivent avoir les mêmes chances que ceux-là qui sont enrôlés au travers des organisations politiques ou des regroupements politiques en tant que tels. Donc, ils ont quand même du pain sur la planche. Le président de la CENI a évoqué certaines contraintes, notamment d'ordre sécuritaire et puis financière. Alors, est-ce que vous pensez que la CENI sera à mesure, bien qu'il respecte les calendriers électoraux, est-ce que la CENI sera à mesure d'organiser les élections en décembre 2023? Parce qu'on voit de l'autre côté, la situation sécuritaire à l'Est s'améliore petit à petit. Et de l'autre côté, dans les grands Bandundu, avec le conflit Tekeyaka qui persiste, est-ce que ce sera vraiment facile pour la CENI d'organiser les élections en décembre 2023?
Je voudrais d'abord, avant tout, remercier et féliciter les autorités qui sont en charge de tout ce qui a trait à la sécurité pour la nation. Oui. Je parle ici du ministre de l'Intérieur, des différents services de police, les services des renseignements, notre armée, à qui je rends principalement hommage. Ils font le nécessaire pour non seulement promouvoir un climat de paix à travers les territoires, mais nous savons, comme un peu partout dans le monde, les bandits, ça n'en manque pas. Les hors-la-loi sont toujours là, à l'œuvre. Mais nous voyons aussi que les ministres de la Défense ainsi que le ministre de l'Intérieur mettent le paquet disponible pour pouvoir favoriser un climat d'apaisement pour que les élections, non seulement les élections, mais les Congolais d'abord puissent vivre en paix et que les élections tiennent en toute sécurité. Je crois qu'ils vont renforcer encore davantage cet aspect pour que demain, n'est-ce pas, les opportunistes ne viennent pas dire que pour telle ou telle autre raison, les élections ne se seraient pas bien passées et qu'il y aurait éventuellement la porte aux contestations. Donc je pense que les services de sécurité sont en train de faire le nécessaire. S'ils peuvent en faire plus, ça serait mieux. Comme ça, au moins, au 10 décembre, lors des élections, les Congolais pourront se rendre aux urnes sans avoir à s'inquiéter, n'est-ce pas, des problématiques de sécurité. Et cette population des Kwamout, par exemple, sera à mesure d'élire leurs dirigeants? Ils n'auront pas de choix. Jusque-là, nous avons suivi dans la presse, n'est-ce pas, beaucoup de ces civiques qui étaient en train de s'aimer la peur, la panique, la mort dans la zone en question. Beaucoup ont été récupérés par les services de sécurité. Possiblement, avec les appels à la paix qui sont en train d'être lancés, beaucoup reviendront à la raison. Parce qu'il faut dire le fond de ces conflits est un fond, c'est pas un conflit ethnique, c'est un fond lié principalement avec des terres, de certaines tribus qui auraient été vendues par d'autres et qui seraient achetées par certaines personnes qui sont en train de promouvoir justement cette insécurité. Donc, les services de sécurité étant informés de cet aspect, ils mettront en place les éléments nécessaires, n'est-ce pas, pour y mettre fin. Et les finances ne posera pas un problème? Jusque-là, la CENI a reçu un budget ou a été approuvé pour un budget devant couvrir toutes ces dépenses. On a suivi aussi à la télévision le propos du président de la CENI qui demandait à ce que le ministère des Finances puisse, n'est-ce pas, libérer les fonds suffisamment en temps pour le permettre d'opérer. Donc, aussi longtemps que cette collaboration est maintenue et continue, je pense que la CENI ne devrait pas prouver des difficultés pour, n'est-ce pas, matérialiser le vœu de tous les Congolais qui est de voir, n'est-ce pas, les élections se tenir en bonne et due forme au mois de décembre. C'est tellement optimiste parce que vous avez soif d'être élu député. Je vous souhaite déjà bonne chance parce que vous serez à l'Assemblée nationale comme député national. Merci, mais la soif est surtout de servir les Congolais. Servir les Congolais, vous savez, nous autres, au niveau de parti AVC, Autre Vision du Congo, nous avons tellement de propositions innovatrices, n'est-ce pas, pour les Congolais. Nous ne pouvons pas attendre et nous ne pouvons qu'être impatients de pouvoir mettre ces propositions sur la table, mettre en œuvre pour que les devenirs et le bien-être des Congolais soient, n'est-ce pas, soient mis en œuvre. Voilà. La plupart de gens de la vie, ce sont des gens de la diaspora. On s'est posé la question, c'est la diaspora, la diasporie. Non, disons, diaspora, ça peut être un simple fait de coïncidence. Je ne pense pas que notre Vous avez beaucoup plus vécu à l'étranger. Vous ne connaissez pas la souffrance de la population. C'est ce que les gens disent. Non, nous avons vécu à l'étranger, mais nous sommes partis du Congo. C'est-à-dire, je crois qu'il faut encourager cet aspect des choses. Partout aujourd'hui dans le monde, que vous allez au Sénégal, que vous allez au Nigeria et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, vous trouvez que les natifs, c'est-à-dire leurs fils et filles, ont eu la chance d'aller étudier dans des très bonnes universités. Je ne dis pas que les universités ou les collèges au Congo ne sont pas bonnes, mais ils ont eu ce privilège d'aller étudier dans des grandes écoles. Ils ont acquis la nouvelle technologie, ils ont acquis de nouvelles compétences, qu'ils reviennent. Ça, je crois que le Congo doit se réjouir que ces enfants qui avaient choisi d'aller vivre dans la diaspora décident de revenir aujourd'hui pour mettre à disposition du pays les différentes compétences, expériences et autres qu'ils ont acquis en Occident. Donc, je crois que le fait que le Congolais de la diaspora s'intéresse de plus en plus au Congo est un fait positif parce que le Congo n'aura plus à aller payer des millions de dollars au travers de la coopération internationale pour faire venir des compétences qui sont à l'extérieur, d'autant plus que ces filles et filles ont acquis ces compétences, ils peuvent les mettre en œuvre en faveur du pays. Donc les Congolais aux Congolais, c'est ça. Le Congolais compétent, moi, pour ce qui me concerne, le peu de Congolais que j'ai pu rencontrer, qui ont décidé de quitter la diaspora, quel que soit le pays d'où ils sont venus, ce sont des gens qui se sont donné cette peine, n'est-ce pas, d'étudier et de travailler. Donc toutes ces compétences-là, toutes ces expériences, ils les amènent ici au Congo pour les mettre en œuvre. Je crois que ces expériences profiteront
à nos compatriotes et leur permettront aussi de faire une mise à niveau. Vous savez, je crois que c'était sur votre chaîne quand nous parlions de l'entrepreneuriat. Oui. Nous disions qu'il faut parvenir à donner aux jeunes Congolais la capacité compétitive avec les jeunes d'extérieur. Okay. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de l'énergie renouvelable, nous parlons de la technologie, intelligence artificielle, ainsi de suite. Ce sont là du numérique, numérique, effectivement. Donc, ce sont là des découvertes que les jeunes ailleurs ont pu innover. Et nous souhaitons que les jeunes Congolais qui sont aussi en formation ou ceux qui ont déjà acquis la formation puissent se mettre en œuvre, bénéficier ou faire bénéficier les Congos de cette nouvelle technologie à bas prix. Puisque ça ne passera pas au travers de la coopération, ce sera des compétences qui seront le fils des pays, quoi. Oui, ils seront des compétences développées sur le terrain et ils seront mis à la disposition aussi bien des entreprises qui opèrent au Congo et au gouvernement du Congo qui en a besoin pour développer son industrie. Donc l'apport de la diaspora est quand même considérable en RDC. Je pense que, vous savez, Simon Kimbangu, notre prophète Simon Kimbangu a dit Balananga bakolongwa baokenamboka bapaya bakozonga na ba compétence à sika. Je pense que son vœu est en train de se matérialiser. Nous sommes là, nous parlons plusieurs langues. Moi, par exemple, je parle plus de 4 langues internationales. C'est bénéfique pour le Congo, c'est bénéfique pour les Congolais. Et il y en a d'autres Congolais qui viennent des autres horizons, qui amènent les cultures, par exemple, de ces horizons-là. Ils amènent les compétences, je l'avais déjà souligné, et ils amènent aussi cette disponibilité et ce savoir-faire que nous croyons pourra stimuler nos compatriotes qui étaient restés ici pour qu'ensemble nous puissions développer, n'est-ce pas, le pays avec la vision que le chef de l'État a mise ensemble au travers du programme qu'il a intitulé Le Peuple d'abord. C'est une affectation. Alors, M. Emeka Bouya, de l'autre côté, on parle de la position de la SENCO. On a parlé de Simon Kimbangu, c'est une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Et de l'autre côté, on voit l'Église catholique, on voit la SENCO, on voit la conférence épiscopale nationale du Congo. Lors de leur dernière conférence à Lumbashi, la SENCO a appelé la population congolaise à être beaucoup plus vigilante par rapport au processus électoral. Quelque chose que le chef de l'État a qualifié de dérive et qui n'a pas plu à la SENCO. Vous, en tant qu'acteur politique aussi chrétien, comment avez-vous apprécié cela? Moi, je pense que la SENCO devait plus se focaliser sur l'évangélisation. Les prêtres ont pour vocation de prêcher à la population le bien-être, la spiritualité, la parole de Dieu, ainsi de suite. Il est étonnant, j'ai regardé il y a 2 jours passés une vidéo où je voyais M. Lumumba déjà à son temps s'est plaigné de l'Église catholique. Pourquoi est-ce que nos politiciens doivent se plaindre de l'implication de l'Église ou de l'Église catholique en particulier, alors que l'Église catholique a pour vocation unique de faire, n'est-ce pas, la religion. Moi, je pense que nos prêtres devraient vraiment se concerter pour essayer de limiter leur intervention par rapport à l'activité politique proprement dite. Je crois que le rôle, ce serait mieux si les prêtres ou les confessions religieuses encourageaient plutôt les Congolais, les chrétiens que nous sommes, à s'enrôler, à suivre la loi telle qu'elle est établie pour que cette vigilance se conforme avec les libellés de la loi, avec les procédés de la loi, c'est que la loi propose aux citoyens de le faire, parce que nous sommes tous quelque part surveillants du bon fonctionnement de l'appareil étatique, que ce soit au niveau de la CENI ou ailleurs. Donc moi je pense que l'Église catholique devrait se limiter à prêcher la parole de Dieu et s'impliquer un peu moins de la politique, puisque ça risque de créer confusion. Vous savez, la plupart des guerres que nous avons vues dans le passé avaient pour fondement, quelque part aussi, la religion. C'était les chrétiens qui se battaient avec les musulmans qui ne voulaient pas entendre des bouddhistes, ainsi de suite. Donc il faut faire de sorte que l'Église puisse connaître ses limites, de peur à ne pas pousser la population à s'affronter avec ces politiques auxquelles ils sont appelés à se soumettre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire beaucoup attention. Donc, l'Église ne joue pas son rôle. Cette fois-ci, l'Église n'est pas au milieu vraiment du village. L'Église est censée rester au milieu du village. Nos prêtres, individuellement, sont censés aussi respecter leur appel. Vous m'excuserez, j'ai toujours dit que l'anglais est ma première langue, mais le français... Pas de problème. Voilà, justement. Donc, j'aimerais vraiment insister sur le fait que nous avons des pasteurs, par exemple. Nous constatons que les pasteurs, certes, ils ont des commentaires à faire sur le quotidien de la politique du pays, mais nous ne voyons pas les pasteurs des églises de réveil, parce que les pasteurs ont trouvé gain de cause. Il y a un pasteur qui est maintenant à la tête des confessions religieuses, les pasteurs de Kamba, et peut-être l'église catholique s'est sentie lésée.
Ben, Ils font tellement de déclarations, oui. En tant que chrétien, en tant que communauté chrétienne, en tant que la grande communauté chrétienne, l'Église nous apprend à nous asseoir lorsque nous avons des différends. À ce titre-là, l'Église devait être en mesure de montrer justement cet exemple. Quand bien même ils n'auraient pas conjugué les choses de la même façon par rapport au processus électoral, ça n'empêche pas qu'ils puissent se retrouver autour de la table, éventuellement dissiper les malentendus pour que lors des élections futures, qu'il n'y ait pas ce théâtre, si je peux l'appeler ainsi, auquel nous avons eu droit. Moi, je crois que l'Église devrait prêcher par l'exemple pour que la population qui est appelée à se soumettre à différents procédés qui sont proposés par la politique puisse le faire apaisément, sans se sentir contraint, sans se sentir opposé à la classe politique ou aux dirigeants politiques auxquels ils sont appelés à se soumettre. De l'autre côté, hormis l'Église, on voit l'opposition, pour ne pas dire le quarto. On a tous suivi la déclaration de Martin Fayulu, qui a appelé à boycotter les élections, les processus électoraux. Vous pensez que l'opposition est toujours en dehors de la volonté politique de la CENI? Je pense que l'opposition est distraite. Okay. Vous savez, quand les élections s'approchent, c'est le moment idéal pour aligner les troupes pour les festivités électorales en tant que telles. Vous vous rappelez, vous vous souviendrez des élections de 2016. Martin Fayulu avait fait beaucoup de déclarations contradictoires qui, à un moment, a contredit aussi, n'est-ce pas, ces électeurs qui ne savaient plus. Faudrait-il aller voter? Faudrait-il utiliser les machines à voter, ainsi de suite? Et au finish, beaucoup ont décidé d'aller faire autre chose qui était contraire à son appel en tant que tel. Par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, il a annoncé effectivement qu'il faut boycotter les élections. En soi, moi, je crois que c'est une perte de temps puisque les Congolais veulent le changement. Et Martin Fayulu, en tant que leader politique, devrait encourager les Congolais de suivre le processus électoral ou éventuellement, s'il n'est pas candidat, de promouvoir, s'il y a lieu, bien sûr, ces lieutenants qui vont, bien sûr, s'enrôler pour, n'est-ce pas, aller au travers du processus électoral en tant que tel. En annonçant, nous avons déjà vu, il est revenu sur ses propos. Alors, il y a lieu de se demander quelle est la position réelle de Martin Fayulu. Mais d'emblée, boycotter les élections qui d'emblée vont se tenir, j'ai trouvé que sa foi, c'était une erreur stratégique. La démarche de l'opposition est quand même mal jugée par les gens du pouvoir, mais sauf que ces derniers pensent qu'ils résistent au processus électoral qui semble être bâclé, chaotique. Vous ne pensez pas que la CENI va trop vite en besogne? Ben, moi, je pense que la CENI est composée de différents membres de différentes classes politiques. Autant les membres du pouvoir sont à la CENI, autant ils ont, n'est-ce pas, envoyé leurs membres qu'ils ont estimé être suffisamment compétents pour faire face aux enjeux que la CENI est appelée à traiter. Donc, à ce titre-là, le fait de boycotter la CENI et la procédure que la CENI a mise en place, c'est une façon aussi indirecte de boycotter les différents représentants qu'ils ont envoyés au niveau de la CENI. Moi, je crois que l'opposition doit se ressaisir, discuter, trouver des stratégies avec ses représentants au niveau de la CENI pour voir dans quelle façon les élections de 2023, au mois de décembre, vont leur être... Ça ne sera pas chaotique. Alors, on va se tourner du côté de vos candidats, parce que vous avez aussi votre part de responsabilité. Comment vous allez battre campagne? Parce que généralement, quand les candidats battent campagne, c'est en fait, je vous donne un polo, je vous donne un sac de riz, je vous donne des semoules, alors donnez-moi votre voix. Alors cette fois-ci, on veut quand même que les choses évoluent. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux candidats par rapport à leur campagne? Parce que bientôt, on va débuter avec la campagne électorale. Merci pour votre question qui est très pertinente d'ailleurs. Lors de nos matinées politiques, nous essayons d'éduquer les Congolais sur le processus électoral. Beaucoup de candidats semblent venir vers la population avec des promesses. Les députés ne construisent pas les routes. Je l'ai dit à toutes mes campagnes, les députés ne construisent pas les bâtiments du gouvernement. Les députés n'achètent pas ce dont le gouvernement a besoin pour que ça puisse bénéficier à la population. Le député est la voix et l'oreille de la population au sein de l'hémicycle. Ça veut dire quoi? Le député est appelé à contrôler la branche exécutive. La branche exécutive, c'est principalement le président, le premier ministre et son gouvernement. C'est eux qui ont l'argent de la population. C'est eux qui sont appelés à gérer les différents fonds appelés à apporter un changement, le développement dans le pays en tant que tel. Offrir un cadeau à un électeur, c'est bien, mais est-ce que vous avez la capacité d'aller plaider pour les doléances, n'est-ce pas, de cet électeur au niveau de l'Assemblée? Moi, je pense que les candidats devaient faire un examen de conscience,
s'analyser personnellement, intrinsèquement, pour se demander, un législateur qui est un député national, ai-je la capacité? Parce que c'est vraiment à ça qu'on est appelé. Est-ce que vous avez la capacité de comprendre les éléments du budget, de la loi budgétaire telle qu'elle est présentée? Est-ce que vous pouvez négocier les différents postes de ces budgets, de ces propositions de budget, pour que ces propositions de budget puissent bénéficier non seulement aux circonscriptions auxquelles vous appartenez, mais à la République tout entière en tant que telle. Donc, je pense offrir le PAN, si vous en avez la capacité, il faut le faire. Mais nous disons à tous nos électeurs, nous disons à toutes les personnes qui participent à nos matinées politiques, prenez les cadeaux, mais prenez le temps d'analyser, n'est-ce pas, le candidat. Mais ils ne prennent pas alors. Non, ils doivent prendre. Ce sont des cadeaux. On ne peut pas refuser un cadeau. Mais au-delà du cadeau, regardez si réellement la personne qui vous remet le cadeau peut, de manière compétente et régulière, plaider pour votre cause au niveau du Parlement. On a vu ça durant le mois de mars. Il y avait des candidats qui passaient d'une manière ou d'une autre, par pré-campagne peut-être, donner des pagnes. Il suffisait de dire, maman, venez, le député, il n'est pas encore député, un candidat député viendra. Mais vous allez voir la foule de gens. Donc, la population est déjà habituée à ça. Et si vous ne donnez pas des pagnes, vous êtes foutus. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Je pense que le rôle d'un député, c'est aussi d'éduquer, n'est-ce pas, ses électeurs, ses populations, à accepter les cadeaux si cadeau il y a, mais à faire le bon choix au moment où ils seront, n'est-ce pas, les unes pour voter. Parce qu'une fois que vous acceptez les cadeaux, et que vous désignez la personne qui vous a posé les cadeaux, pour lui, votre part est déjà fait. Maintenant, je dois me servir. Vous avez eu votre part, c'est mon tour. Ainsi, vous voyez des contestations après les élections, selon lesquelles, voilà, tiens, depuis qu'ils sont partis, ils ne reviennent plus. Rien, tout ça. Comme Oliambon, il a fait tellement de promesses, ainsi de suite. Voilà, justement. Il a maintenant des policiers, on ne sait plus aborder. Le garde du corps, maintenant, c'est un secrétaire avec qui nous devons parler. Donc, nous n'encourageons pas les députés, nos députés, effectivement, à procéder de la sorte. Lors de nos matinées politiques, nous disons aux populations, sachez que la politique vous appartient parce que dans un système démocratique, on parle du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, désignez les candidats qui vont aller plaider pour vous et pour le Congo. Ainsi, le Congo connaîtra des jours meilleurs. Il y a même un candidat qui m'a dit, j'étais devant sa base, quoi. Elle dit, j'ai donné tellement de discours avec mon cahier de charge, projet de société. Entre projet de société, la base a dit, papa, l'Obambangu, on a juste besoin de ça. Alors, je pense que la population a droit aussi à l'éducation civique. Alors, vous allez passer un mot à la population, parce que nous arrivons peut-être à la fin de notre émission. Passez un mot aussi à la population congolaise. Chers amis, que vous soyez à Kinshasa ou à l'intérieur, nous vous invitons à passer, nous répétons cela et nous le disons encore. Le 30 ici, par exemple, à Mombélé, vers la route de Mombélé, nous aurons un concert, un jour de commémoration où nous allons justement passer le message. Le message que nous voulons passer à la population, à vous qui nous suivez, est que vous devez désigner des hommes et des femmes capables de plaider pour vos causes. Vous connaissez les problèmes qu'il y a au Congo, le problème des routes qui ne sont pas conformes, le problème des embouteillages, le problème économique, le problème d'éducation, le problème de santé, le problème de la télécommunication. Vous êtes souvent dans l'obscurité. Désignez les députés qui vont aller s'asseoir avec la branche exécutive pour négocier avec eux les différentes options qui vont changer votre bien-être. Recevez vos cadeaux, certes, ce sont des dons, on ne peut pas le refuser, mais nous vous invitons à venir à nos matinées politiques. Contactez-nous. Nous sommes à Mont-Amba, par exemple, notre bureau sur 5 boulevard Biakala. Oui, passez l'adresse et notre contact. Nous avons d'ailleurs mis en place un incubateur économique des entreprises. Nous assistons les jeunes entrepreneurs. Nous leur apprenons comment gérer une entreprise, comment accroître une petite entreprise, comment diversifier les sources de revenus, ainsi de suite. Ça, ce sont des choses qui peuvent vous être bénéfiques à long terme et au-delà des élections, puisque nous allons passer au travers des élections pour faire le travail que vous allez nous demander d'aller faire au Parlement, mais nous voulons renforcer vos capacités aussi bien entrepreneuriales, économiques et de développement, pour que demain, le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique, de dire son Excellence Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président. Là, il faut dire amen. Alors, donnez votre nom. Il y a des gens peut-être qui auraient besoin de vous contacter ou bien de venir aussi assister à ces formations. Certainement. Vous pouvez déjà venir, comme je disais, avenue Mombélé. C'est samedi 30 juin à partir de 15h. Il y aura un concert, il y aura beaucoup de spectacles, ainsi de suite. Mais sinon, notre numéro, si vous voulez nous contacter, c'est le 082 52 53
494. Ça, c'est notre numéro Vodacom. Il y en a d'autres, mais pour ne pas vous embrouiller avec beaucoup de numéros, je préfère vous donner celui-là. Venez, vous avez un projet d'entreprise, vous voulez voyager, vous voulez aller étudier à l'étranger et faire tout ce qui est de bon pour votre bien-être. Nous avons des experts qui travaillent avec nous, qui sont prêts à vous assister à tant que tel. Surtout, nous vous demandons d'adhérer dans le parti AVC, Autre Vision du Congo. Avec le parti AVC, nous voulons justement faire les choses différemment. Nous voulons vous servir différemment et nous voulons être à votre écoute pour qu'ensemble, nous puissions développer le Congo de demain. Voilà, ça c'est la voix de l'autre vision du Congo. Hein. Une autre façon de voir le Congo. On va vous attendre maintenant pour la campagne électorale, donner votre projet de société. Vous serez déjà candidat où? Je suis candidat à Moamba, circonscription de Moamba au niveau national. Et nous sommes déjà en train d'installer des bases. Nous étions à Matete, on nous a bien reçus à Kisenso, on nous a reçus à Banzalemba. Et nous avons de plus en plus des leaders d'opinion qui ont eu écho de nos campagnes, qui nous appellent, ils veulent s'asseoir avec nous, ils veulent discuter. Ils sont intéressés par cette éducation politique, cette éducation civique, pour connaître comment eux aussi peuvent éduquer leurs enfants, membres de la famille, sur la façon dont ils peuvent faire le bon choix pour le député de demain. Il faut éviter qu'on dribble, hein, parce que moi j'ai vu des candidats qui portent 3 polos à la fois. Hein. Ça c'est la campagne des cas. Ça c'est l'AVC. Puis ça c'est l'UDPS. Il enlève. Il faut être vraiment très strict avec vos candidats, avec votre base, quoi. Effectivement, nous voulons que nos amis soient fidèles et sincères. Parce que la politique c'est un choix. Hein. Nous tous, nous aimons le Congo. Nous tous, nous voulons le bien-être du Congo, mais nous n'avons pas les mêmes méthodes pour parvenir à ces objectifs. Alors, faites confiance à AVC, Autre Vision du Congo. Vous savez, notre autorité morale, comme nous le disons, est un jeune très dynamique. Son Excellence, M. Didier Boudimbou, vous voyez à chaque fois qu'il intervient, que ce soit dans les médias, au niveau national ou au niveau international, il a toujours cet élément-là. Il a toujours une différente façon de présenter les choses. Il est en train de promouvoir le Congo au travers de projets énergétiques que le pays a mis en œuvre. Donc, au travers de ça, vous pouvez déjà voir là un exemple des genres de cadres que AVC est en train de recruter pour non seulement le représenter, mais travailler aussi pour le devenir du Congo. Merci beaucoup, M. Aimé Kabouya, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Alors, madame, messieurs, j'aurais recevé pour vous monsieur Aimé Kabouya. Il est au cadre de l'AVC. Il est aussi un incubateur économique qui travaille beaucoup plus dans le secteur de l'entrepreneuriat, beaucoup plus axé sur les jeunes. Vous avez suivi comment il a essayé de décortiquer l'actualité. Ce sont des personnes qui croient à l'organisation des élections. En décembre 2023, il reste jusque-là optimiste et pense que la vision du chef de l'État doit réellement triompher. Ils ont choisi les bons côtés de l'histoire. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je dis merci à toi, Eric. Merci, Esther Mayaya. Bosco, je t'ai pas oublié, merci. Merci à toi, Tati, et à Obed. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.